Alors, que reste-t-il du baccalauréat ? On peut peut-être commencer en s'interrogeant sur le niveau actuel du baccalauréat. Que vaut le baccalauréat ? Parce qu'on a quand même des sons de cloche assez différents. Beaucoup de gens, notamment dans les milieux conservateurs, disent que c'est absolument tragique, que c'est un niveau déplorable, etc. Et parallèlement, nous avons également des personnes, et notamment des jeunes gens qui ont passé le bac, qui eux expliquent que c'est extrêmement difficile, que d'ailleurs cette année, le bac était particulièrement difficile. Il y a même des gens qui ont porté plainte contre certaines épreuves en arguant de leur trop grande difficulté. Je crois même que le ministre a en effet noté que l'examen était un peu plus difficile, mais que les autres années, etc. Donc, selon vous, Maxime Valérien, que vaut le baccalauréat 2014 ? Bon, c'est une question à laquelle il est toujours difficile de répondre dans l'absolu. Et c'est pour ça que les incompréhensions sont nombreuses. Si on regarde les chiffres, le baccalauréat a été extrêmement bien réussi puisqu'il progresse d'un peu plus d'un point par rapport à la session 2013. Si j'en crois les chiffres que j'ai relevés sur Wikipédia, mais il n'y a pas de raison qu'ils soient erronés, on est à 87,9% de réussite pour l'ensemble des bacs, avec une réussite au bac général de presque 91%. Dans ces chiffres, il n'y a que le baccalauréat professionnel qui soit un petit peu inférieur à 82% de réussite. Donc si on en croit les statistiques officielles, le baccalauréat est un examen qui est couronné de succès et le taux de réussite est censé garantir un haut niveau de culture et d'instruction pour nos élèves. Dans les faits, c'est pas tout à fait ça. Voilà, c'est ça. Il y a la statistique et il y a les faits. Alors, le souci est toujours le suivant. Comment mesurer la validité d'un examen ? Parce que si on regarde les sujets qui sont proposés, alors je parlerai de ce qui me revient, de ce qui me concerne particulièrement, puisque je suis professeur de lettres en lycée. Le sujet en particulier des séries S et ES pour le français cette année donnait aux élèves le choix entre 3 sujets, dont 2 sont des sujets que je dirais classiques, à savoir un commentaire et une dissertation. Alors le commentaire, il s'agissait de commenter un poème de Victor Hugo tiré des Contemplations. La dissertation, je vous en livre le sujet. D'où provient, selon vous, l'émotion que l'on ressent à la lecture d'un texte poétique ? Vous répondrez à cette question en vous fondant sur les textes du corpus, c'est-à-dire ceux qui étaient fournis avec le sujet, c'est-à-dire trois textes, ainsi que sur les textes et œuvres que vous avez étudiés et lus. Alors, si on lit ces sujets, ils paraissent tout à fait corrects, ils sont à certains points de vue même très satisfaisants. Le poème de Victor Hugo était d'une difficulté toute relative, il permettait aux élèves de produire un commentaire de qualité s'ils en étaient capables. Il n'y avait pas de difficulté inouïe. Le sujet de dissertation est un sujet classique qui a dû être traité dans l'année, mais il permettait aux élèves de s'illustrer. Bref, il est difficile de jauger la qualité de l'examen par l'examen des sujets. Parce que les sujets paraissent, d'une année sur l'autre, être à peu près du même acabit. Alors, peut-être pouvons-nous regarder, par exemple, sur le sujet de commentaire, donc le texte de Victor Hugo, on est saisi d'étonnement lorsqu'on le regarde l'appareil de notes qui accompagne les programmes. Donc c'est le poème Crépuscule qui est tiré des Contemplations. Donc je vous lis la première strophe. L'étang mystérieux, suaire aux blanches moires, frissonne. Au fond du bois la clairière apparaît. Les arbres sont profonds et les branches sont noires. Avez-vous vu Vénus à travers la forêt ? Eh bien sur ces 4 alexandrins, on trouve 3 notes. Alors, les 3 notes sont pour les mots suivants. Suaire, moire et Vénus. Suaire, on nous dit que c'est un linceul, c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas non plus le nom linceul, drap blanc qui enveloppe les défunts. Les blanches moires sont expliquées, les moires sont les reflets changeants de certains tissus, et enfin, on explique même Vénus.
Vénus peut désigner la planète qui se lève, appelée aussi l'étoile du soir ou l'étoile du berger, mais aussi la déesse de l'amour. Alors vous voyez que si le sujet paraît tout à fait classique, l'appareil de notes qui l'accompagne jette un doute et même, si on poursuit parfois le discrédit, sur le sérieux de l'examen. Un élève qui parvient en terminale, c'est-à-dire à peu près à 18 ans s'il n'a pas redoublé, qui est à l'école depuis l'âge de 2 ou 3 ans, donc il a au minimum 15 années scolaires derrière lui, eh bien, l'éducation nationale, l'institution scolaire, pour le bac général, le bac S, c'est-à-dire celui qui est censé être le plus élevé dans la hiérarchie des baccalauréats, même si on ne le dit jamais, l'institution estime qu'un élève n'est pas censé savoir en classe de terminale ce qu'est un suaire, n'est pas censé avoir les connaissances nécessaires pour identifier ce qu'est Vénus dans un texte, et on peut multiplier les exemples. Même le mot sépulcre au vers 8 est expliqué, sépulcre, tombeau. Alors, voilà qui est troublant. Un examen, si on examine le sujet d'une certaine tenue, d'une certaine valeur, mais on est tout de suite saisi d'étonnement quand on regarde l'appareil de notes qui l'accompagne. Et alors, ça, c'est un premier point. Il y a peut-être un second point qui explique, on va dire, une certaine dévalorisation du baccalauréat, c'est la façon de le corriger. C'est-à-dire la notation et surtout la façon dont on demande aux professeurs de noter ses copies. Eh oui. Oui, bien sûr, parce que le baccalauréat est soumis à la correction des professeurs qui, normalement, enseignent au lycée, en classe d'examen. On pourrait attendre de ces professeurs qu'ils sachent corriger un commentaire, une dissertation lorsqu'ils sont professeurs de lettres. Néanmoins, l'institution leur fournit, le jour où ils vont chercher leur copie, lors d'une réunion d'harmonisation, leur fournit un corrigé-type, si vous voulez, avec quelques éléments de correction. Alors, en soi, l'intention n'est pas nécessairement mauvaise. Il s'agit de faire un peu le point sur ce qu'on peut attendre d'une copie. Mais je vais vous lire quelques extraits de la proposition de correction qui nous a été donnée, appelée pompeusement « élément pour l'évaluation », parce qu'on ne corrige pas, naturellement, c'est mal de corriger, hein. Ça pourrait remettre dans... C'est traumatisant. C'est traumatisant, oui, ça rappelle peut-être des châtiments corporels, je ne sais pas. Donc on évalue. Dans l'éducation nationale, on évalue beaucoup, on ne corrige plus. Alors, l'examen de français est en 2 parties. Il y a d'abord une question sur l'ensemble des textes qui sont proposés aux élèves sur 4 points, et puis un travail d'écriture, donc commentaire, dissertation ou autre, sur 16 points. À cette première partie de l'épreuve, la question, qui s'appelle question sur le corpus, on avait la question suivante: comment s'exprime le sentiment amoureux dans les 3 textes du corpus? 3 poèmes, 3 textes assez brefs, assez bien choisis d'ailleurs. Comment s'exprime le sentiment amoureux dans les 3 textes? Il ne semble pas y avoir de difficulté fondamentale dans cette question. Les éléments pour l'évaluation nous précisent néanmoins en remarque préalable qu'on attend de l'élève qu'il réponde à une question. Ce qui est quand même assez saisissant. Et puis ensuite, vous avez tout un tas de recommandations. La présentation du corpus n'est pas un élément exigible, c'est inscrit en gras. On ne pénalisera donc pas son absence. Aucun chapeau introducteur n'accompagne les 3 poèmes du corpus. Moi, j'aurais mis aucune introduction n'accompagne les 3 poèmes du corpus, mais on a un chapeau introducteur maintenant. Pour les amateurs de jargon d'IUFM, vous en avez là un exemple illustre. Il n'est donc pas attendu de connaissances précises sur les auteurs. Donc si un élève se présente en vous situant Victor Hugo au XVe siècle, vous serez prié de n'en pas tenir compte. On valorisera les candidats qui sauront exploiter certains indices, alors éléments biographiques, titres des poèmes et des recueils. Bref, cela pour vous dire que tout de suite l'accent est mis sur les éventuelles faiblesses, c'est-à-dire qu'on ne va pas retenir les points forts qui pourraient apparaître dans les copies, mais les points faibles. De la même façon, on nous donne des consignes. On utilisera tout l'éventail des notes. On n'hésitera pas à attribuer aux très bonnes copies des notes allant jusqu'à 20. Bon, ce qui n'est pas déraisonnable en soi, pourquoi pas, ils peuvent avoir 20 en maths. Mais on nous fait une longue recommandation pour ne pas donner de notes trop basses, ou en tout cas de la justifier avec beaucoup de
d'attention sur la copie. Donc voilà, le système de correction, alors ça c'est le système officiel, il est toujours, alors j'allais dire à l'avantage de l'élève, mais c'est pas vraiment son avantage. Disons que il s'agit officiellement de pointer les réussites de l'élève. En réalité, on sait très bien que les professeurs auraient tendance à noter de manière plus basse les copies, et donc ce dont il s'agit, c'est plutôt d'un encouragement, pour ne pas dire une coercition, à noter de manière généreuse, disons, les copies qui nous sont données. Donc, est-ce qu'on peut dire par là que le but, c'est en fait de donner ce bac à un maximum d'élèves, et que donc cet examen n'a plus de valeur véritable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait d'avoir le bac n'est pas une garantie d'un niveau correct, par exemple en français, en culture générale, etc. C'est devenu un laissez-passer, on va dire, pour le supérieur, mais ça n'a plus par exemple, si on vous présente un jeune homme qui a le bac, vous savez pas s'il est capable d'écrire 10 lignes sans faire 20 fautes d'orthographe. Il n'y a plus aucune garantie de ce niveau par l'obtention du baccalauréat. Ah oui, on peut même supposer plutôt le contraire, qu'il ne sache pas écrire. C'est souvent le cas. Mais oui, non, le bac n'est plus du tout ce qu'on appelle un examen. Disons que c'est un brevet qui atteste que vous êtes arrivé dans telle ou telle classe de terminale, que vous êtes censé en avoir suivi les cours, et qu'on a dû vérifier plus ou moins et plutôt moins que plus, que vous en avez retenu quelque chose, mais guère plus. Il ne s'agit pas du tout de sélectionner ceux des élèves qui se sont particulièrement illustrés dans les disciplines à l'étude pendant l'année. Il s'agit simplement de donner un passeport pour les études supérieures. C'est comme un coup de tampon sur un dossier, c'est exactement la même chose. C'est un coup de tampon qui coûte assez cher parce que d'un point de vue financier, c'est quand même l'organisation du bac, c'est quelque chose de très lourd. Il y a quand même presque 700 000 candidats. On parle d'un montant, je crois, de 80 € par candidat. Après, il y a la correction des copies. Les copies, je crois que... Attendez, je vais retrouver ça. C'est 5 € la copie avec pour un total d'environ 4 millions de copies à corriger, etc. Donc tout ça mis bout à bout, ça représente quand même une somme importante. Alors bon, on va pas faire les libéraux de base. C'est normal qu'un État investisse beaucoup d'argent dans l'éducation, mais à condition que ça serve encore à quelque chose, que ça soit utile. Est-ce que vous pensez encore que c'est utile d'organiser ce baccalauréat avec ce coût financier très important? En toute rigueur, le baccalauréat tel qu'il existe aujourd'hui au prix où il coûte est totalement inutile. Il est totalement inutile. Alors, il a quand même une valeur, il a une forme de valeur de rite de passage. Notre société n'est plus, n'en a plus beaucoup. Il y avait le service militaire, il n'existe plus. Il y avait le compagnonnage, on n'en a plus. On allait travailler beaucoup plus tôt, ça n'existe pas. Bon, alors de ce point de vue-là, le bac a peut-être encore une valeur. Il signifie l'entrée peut-être dans la vie adulte, mais guère plus finalement que le permis de conduire. Si on peut prendre une comparaison. Permis de conduire qui d'ailleurs est beaucoup plus difficile à obtenir que le bac et qui a des taux de réussite moins glorieux. Mais est-ce que cet abaissement, on va dire, du niveau du baccalauréat n'est pas aussi une façon un peu tragique de tromper les élèves sur leur propre niveau? C'est-à-dire, on voit que pour les élèves, on le constate au jour des résultats où on voit les gens pleurer, hurler de joie, etc., conservent une image symbolique assez forte du baccalauréat, les élèves et leurs parents encore plus. Et donc, en fait, peut-être s'illusionnent sur leur niveau réel, puisqu'ils sont bacheliers, et donc se lancent tous dans des études supérieures pour lesquelles ils ne sont absolument pas faits. Mais finalement, ce n'est pas vraiment de leur faute, puisqu'on leur dit qu'ils ont ce niveau-là. Est-ce que ça risque pas d'amener cette génération de bacheliers à plus de 80% à de terribles désillusions? Oui, vous touchez là le véritable problème, c'est la mascarade que le baccalauréat constitue. Alors c'est la faute de l'institution, naturellement, c'est elle la première responsable, et c'est la faute de tout le monde.
C'est la faute de tout le monde. Quand on propose à une famille une orientation dans le secteur professionnel ou technologique, quand on suggère en fin de collège de préparer un CAP ou un BEP par exemple, qui sont de plus grandes garanties de décrocher un emploi à l'issue, mais le discours c'est de dire non, je veux que ma fille aille en seconde générale, je veux un bac S, donc tout le monde est à peu près coupable. Alors, après, vous savez, c'est toujours pareil, il y a la masse des élèves, et puis il ne faut pas non plus se leurrer, le système se préserve une marge de manœuvre, il sait très bien que demain on aura besoin d'ingénieurs pour faire rouler les trains, qu'on aura besoin de personnes capables de diriger le pays, les services administratifs, etc. Donc il ne peut pas être entièrement hostile à la constitution d'une forme d'élite. Alors cette élite, eh bien, elle se réfugie dans certains lycées, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et surtout, l'État a mis en place des procédures sélectives. Parce qu'il ne faut pas rêver, si on ne sélectionne plus avec le bac, il faut bien quand même qu'on fasse entrer certains élèves et pas d'autres dans les grandes écoles, et même pas que dans les grandes écoles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des BTS se font sur dossier. C'est-à-dire que le bac ne suffit pas à s'inscrire en BTS, le nombre de places est limité. Les IUT, c'est-à-dire les instituts universitaires de technologie, qui avaient été créés à la base pour ceux qui seraient titulaires d'un bac technologique, c'est-à-dire pour nos auditeurs, les bacs à sigles comme STT, STG, ST2S, les anciens bacs F et G si vous voulez. Ces bacs techno devaient conduire leurs titulaires dans les instituts universitaires de technologie où on acquiert une formation solide en 2 ans qui donne lieu à l'obtention d'un diplôme et qui était valable sur le marché. Mais aujourd'hui, la plupart des élèves qui vont en IUT sont des élèves de S pris sur dossier et ainsi de suite jusqu'aux écoles préparatoires. Ce qui fait qu'en réalité, tous ceux qui n'ont que le bac en poche, eh bien, n'ont pour ainsi dire rien du tout dans la poche. Parce que les sélections étaient faites avant sur dossier et sur des critères qui n'ont rien à voir généralement avec les exercices du baccalauréat. Et donc, la plupart de ces bacheliers échouent à l'université, si je puis dire, dans des filières bouchées, dans des filières qui sans grande perspective, en tout cas en termes d'emploi, abandonnent en général au bout de 2 ans, et donc en effet se retrouvent soit péniblement diplômés d'un premier cycle, etc., mais sans aucune ni formation professionnelle, ni perspective d'avenir. Donc en fait, on repousse le problème de la sélection plus loin dans le parcours scolaire. Un auditeur de Radio Courtoisie nous dit mais pour le bac, ce dont vous parlez n'est pas du tout nouveau, ça existe depuis une 30aine d'années. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une dégradation ou est-ce continue ou en tout cas notable, ou est-ce que c'est un phénomène nouveau en effet cette dévalorisation du diplôme? Ben là aussi, l'auditeur a raison, oui et non. Oui et non, pourquoi ? En effet, ça n'est pas d'aujourd'hui. Alors, on va pas faire une étude chronologique des différentes modifications des programmes, ce serait fastidieux pour nos auditeurs, mais on peut peut-être dire que tout ça s'est accéléré avec les lois Jospin de 89. Mais si on regarde un petit peu les chiffres du bac, qu'est-ce qui rend ce bac beaucoup plus nuisible aujourd'hui qu'il ne l'était, enfin sa réussite facilité, qu'il est beaucoup plus nuisible aujourd'hui qu'avant. Aujourd'hui, si on en croit, enfin en 2012, si j'en crois les chiffres relevés sur Wikipédia, on estime que environ 77% des élèves, enfin d'une génération, d'une classe d'âge, obtiennent un baccalauréat, alors général, technologique ou professionnel. Bon, presque 80% si vous voulez, donc l'objectif de 80% d'une génération au bac est globalement atteint. Si on regarde les années 1985, qui était donc sous l'ère Mitterrand, qui avait lancé cet objectif de 80% d'élèves au bac, à l'époque, nous étions à 30% d'une classe d'âge au bac. Alors 30% d'élèves bacheliers, ça n'est tout de même pas la même chose que presque 80% aujourd'hui.
Sachant qu'aujourd'hui, il y a 37% d'une classe d'âge qui obtient le baccalauréat général. C'est-à-dire que même si on ne considérait que ce bac qui à l'époque était réussi pour 20% d'une classe d'âge, il y a presque le doublement de réussite. Or, on n'a pas constaté, que je sache, que le niveau a doublé de qualité. Oui, donc ça certainement pas. Enfin, certains le disent, puisqu'il y a quand même encore des gens qui expliquent que le niveau monte. Ça, oui, j'ai entendu le ministre dire ça récemment. C'est assez frappant. Le déni de réalité, quand même, a des niveaux assez incroyables. Il y a toute une rhétorique pour ça aussi. C'est-à-dire que j'ai entendu notre ministre Benoît Hamon à la remise des prix du concours général. Alors le concours général, c'est un concours prestigieux qui est proposé aux lycéens. Avec des disciplines aussi illustres que la version latine, le thème latin, la version grecque, la composition française, mais aussi maintenant qui est ouvert aux lycéens des lycées professionnels où ils peuvent se couvrir de lauriers en présentant des réalisations type hôtellerie, etc. Eh bien, le ministre a d'abord, bien sûr, s'est presque excusé de devoir remettre les prix d'un concours élitiste. Et entre autres, il a expliqué que, oui, le niveau montait. Eh bien, le niveau monte. Pourquoi ? Parce que, dit-il, lorsque vous êtes sur un bateau en mer et que le niveau de l'eau monte, vous êtes, vous, la petite élite sur le bateau, vous n'êtes pas dans l'eau elle-même, mais le bateau monte avec la mer. Donc de ce point de vue-là, le niveau général monte. Alors c'est imparable comme discours. Oui, tout à fait. C'est ce que Benoît Hamon a appelé le progrès pour tous. Ah, le progrès pour tous. Oui, c'est beau. C'est très beau, oui. Alors justement, pour avoir une petite idée du progrès pour tous et pour se détendre quelques instants, oui. On va faire une petite pause, on va dire, en se penchant sur ce qu'on appelle les perles du bac. Ah oui. C'est-à-dire les meilleurs morceaux de copie, si je puis dire, qui ressortent généralement quelques semaines après les corrections pour montrer un petit peu ce qu'un professeur peut trouver dans ces diverses copies. Ah, c'est édifiant. Oui. C'est assez édifiant, oui. C'est parfois très drôle. Enfin, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, comme on dit, oui, mais un rire jaune, disons. C'est donc le niveau monte et on peut lire des choses. Donc ça, c'est tiré de copies du bac philo. Donc le sujet sur le bonheur, avec donc un élève qui nous dit: pour des personnes, c'est trop compliqué de faire les choses pour être heureux. Donc, ils laissent tomber et se disent qu'il vaut mieux être malheureux. Mais c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. Mais c'est un autre qui nous dit, comme disait l'autre, je pense donc je suis. Donc voilà, l'autre. Il se sera reconnu. En effet, il sera reconnu par certains en tout cas. Un autre, ça c'est assez amusant, qui nous dit, on vit pour être heureux, mais des gens voudraient qu'on soit pas heureux. Et ces gens, ce sont, entre parenthèses, État, parents, professeurs, SNCF. Des complotistes. Une que j'aime beaucoup, c'est se connaître soi-même nécessite une bonne connaissance de soi. Ah ben c'est évident. Et ça c'est assez imparable. C'est aussi imparable que l'image du bateau qui monte avec le niveau de la mer. Une autre assez sympathique. Et encore ça c'est pas les pires. Elles sont assez drôles. Hein. Elles sont plus drôles que navrantes. Une qui dit: notre perception nous fait voir des œuvres qu'il vaut mieux des fois oublier. C'est pas faux non plus. Et alors d'autres qui font des aveux tout à fait honnêtes et calmes, hein, qui nous dit: je dois dire que je n'ai objectivement aucune connaissance sur Kant. Ah ben voilà un élève honnête. Au moins c'est un honnête homme. C'est clair. Alors vous, Maxime Valérien, est-ce que ça vous arrive de sourire ou de rire en corrigeant des copies ou en faisant passer des oraux? Est-ce que vous avez votre lot de perles du bac? Ah oui, bien sûr, oui, parce que les perles sont parfois tellement belles et tellement grosses qu'on se demande si c'est pas du toc, mais en général la réalité dépasse l'esprit inventif de ceux qui pourraient créer de telles perles. Alors oui, j'ai examiné notamment l'écrit de français cette année. Alors bon, dans les copies, il y a moins de choses intéressantes. Puis c'est fastidieux les copies, et puis il y a la barrière de l'écrit qui bride un peu la créativité de nos élèves, mais à l'oral ils se déchaînent. Alors j'ai eu par exemple, j'ai posé la question, parce qu'il faut poser des questions très larges, hein. Il ne s'agit pas d'essayer de sonder la culture des élèves, ça c'est d'un autre temps.
J'avais demandé ce qui avait pu contribuer à l'essor de l'humanisme en Europe. Alors je m'attendais peut-être à la création d'imprimeries, la venue des Grecs chassés par l'Empire ottoman en Europe. Enfin bref, il y avait très ambitieux. Oui, je reconnais, je bats ma coulpe volontiers sur Radio Courtoisie. Alors j'ai eu des choses mais tout à fait édifiantes. J'ai eu par exemple qu'est-ce qui provoque l'essor de l'humanisme? L'horreur du monde. Alors je n'ai pas creusé parce que vous imaginez que ça peut nous conduire dans des méandres intellectuels où je ne m'aventurerai pas. L'horreur du monde. J'ai aussi lu la guerre de 100 ans. Qui l'eût cru? La guerre de 100 ans. Oui, j'imagine que vous devez quand même passer parfois ce qu'on appelle des grands moments de solitude en tant qu'agrégé de lettres classiques. On parle souvent, donc on parle du système, de la notation, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème, parce qu'on ne va pas dédouaner quand même ces élèves complètement, est-ce qu'il n'y a pas un problème de travail, tout simplement? Est-ce que les élèves travaillent encore? Eh bien, globalement, on va faire des généralités, mais globalement, non. Le bac n'incite pas au travail et le gros souci, en fait, c'est que comment obliger les élèves à travailler? Au fond, parce que toute la question du bac, à mon avis, se réduit à cette seule chose, à ce seul fait, c'est que ce qu'on donne à tous n'intéresse personne. C'est très clair, pour susciter le désir, il faut créer une forme de frustration. Or, que fait l'institution scolaire? Elle brade l'examen en le donnant à tous. Dès lors, s'il n'examine plus, c'est-à-dire s'il ne sépare pas, s'il ne permet plus de faire une forme de sélection, il ne sert à rien. Et ce qui ne sert à rien, personne ne s'empresse de l'obtenir. On est tous dans le même cas. Donc si le bac ne sert à rien, pourquoi se donner de la peine pour obtenir quelque chose qui ne sert à rien? Oui, parce qu'on se rend compte que par exemple, il y a des élèves qui arrivent au baccalauréat sans même avoir lu les livres au programme. Ah mais oui. Et puis il l'avoue ingénument. Un élève qui a sur sa liste, parce qu'on a une liste des lectures qu'ils ont dû faire dans l'année, alors liste qui se réduit d'année en année. Un élève à qui on demande, qui est censé avoir lu par lui-même Le Rouge et le Noir, alors j'avoue que c'est un pensum de 500 pages, mais bon, diable, c'est quand même le bac S, et à qui on pose une question très large, parce qu'il ne faut pas poser de questions précises, parlez-moi du Rouge et du Noir, ou qu'avez-vous pensé du Rouge et du Noir? On obtient des réponses étonnantes, et le plus souvent c'est oui, je ne l'ai pas lu. Voilà, donc ils avouent ingénument, ou alors non mais je l'ai lu il y a longtemps, je me souviens plus du nom des personnages. Ce qui ne les empêchera pas forcément d'avoir leur bac d'ailleurs. Et ils auront leur bac, naturellement. Mais oui, c'est ça comment dire, il faut qu'on ait une moyenne à la fin qui corresponde aux attendus de l'institution. On donne le bac, bien sûr. Alors nous avons un auditeur de Radio Courtoisie qui lui nous dit que selon lui le niveau du bac s'est dégradé à partir de 1900, donc ça remonte. Ah oui, je n'y étais pas, donc ce n'est pas. J'étais pas encore là, je l'aurais redressé. Un problème neuf. On a évoqué donc le niveau des élèves. On peut peut-être dire un mot aussi du niveau des professeurs, parce que c'est peut-être aussi partie du problème. Est-ce qu'il y a aussi une baisse de niveau du professorat? Est-ce que les professeurs d'aujourd'hui sont sélectionnés de la même façon que ceux d'hier? Et donc forcément, est-ce que le niveau des professeurs n'influe pas sur le niveau des élèves? Alors là aussi, c'est un vaste sujet. Premier aspect de la réponse, les jeunes professeurs d'aujourd'hui sont les élèves d'hier. Donc s'ils étaient totalement incultes, pour la plupart à 18 ans, il ne faut pas espérer qu'à 23, 24 ans, à l'âge où ils passent les concours, ils soient devenus de parfaits connaisseurs de leur discipline. Mais il faut ajouter à cela que la formation universitaire est de plus en plus médiocre, parce que comme il faut accepter tout le monde à l'université, et que je l'ai dit tout à l'heure, les meilleurs élèves sont partis dans les filières sélectives, eh bien le niveau baisse à l'université, les concours ont baissé aussi, et même quand ils n'ont pas trop baissé, on subit la même chose que pour le baccalauréat, c'est-à-dire que c'est les consignes de correction qui changent. On voit des professeurs être recrutés à 4/20 ou à 4,5, à 5.
Et alors, ce qui provoque l'indignation des jurys, qui sont composés de professeurs d'université la plupart du temps, et on voit des postes ne pas être donnés. C'est-à-dire que parfois, il y a moins de candidats que de postes offerts, et d'autres fois, le jury n'accorde pas tous les postes qui étaient au concours, tant le niveau est lamentable. Et alors il faut pas s'étonner derrière que la formation soit vraiment... Ça, c'est particulièrement inquiétant, parce que c'est vraiment la rupture de la transmission, parce que c'est difficile de revenir en arrière. Une fois qu'il n'y a plus de personnes qui sont détenteurs de ces savoirs à transmettre, ça peut aller que de mal en pis, d'une certaine façon. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que il y aura toujours des personnes qui seront détentrices de ces savoirs, mais elles seront en tout petit nombre, réservées à ceux qui réussiront dans les tout premiers ces concours de recrutement. Et en gros, pour la masse des élèves, pour la masse des établissements, eh bien, c'est d'une extrême médiocrité. On va reparler de cette différenciation de plus en plus large entre l'élite et la masse, mais on va d'abord faire une petite pause musicale avec un titre donc qui est issu de l'album Science et violence de Jacques Marchal, qui s'appelle Derrière ta porte, et qui est un peu une évocation de l'avenir, on peut dire. Et toi qui hurles maintenant, et toi qui hurles maintenant, tu sais monsieur, derrière ta porte, ces petits bruits, écoute, ça te rappelle rien, tu sais monsieur, derrière ta porte, même le soleil a volé le drap noir, tu sais monsieur, derrière ta porte, les gosses ont inventé un nouveau jeu, tu sais monsieur, derrière ta porte, ce qui te dit c'est pas les clés de ta femme, tu sais monsieur, derrière ta porte, ce qui te dit c'est pas les dents de ton Dieu, c'est ma sœur en métal, en chenille, tu sais monsieur, tu sais monsieur, tu sais monsieur, tu sais monsieur, derrière ta porte, ce qui te dit c'est pas les clés de ta femme, tu sais monsieur, derrière ta porte, ce qui te dit c'est pas les dents de ton Dieu, c'est ma sœur en métal, en chenille, allez, et ouvre-lui, ouvre-lui, que tu l'as bien mérité, allez, allez. Alors vous êtes bien sur Radio Courtoisie, libre journal de l'identité, Xavier Delaunay au micro, et je reçois aujourd'hui Maxime Valérien, agrégé de lettres classiques et professeur dans le secondaire à Paris, pour évoquer le baccalauréat. Alors un de nos auditeurs nous demande, la cause de tout cela ne serait-elle pas la disparition du certificat d'études? Alors est-ce que vous avez un avis là-dessus? Mais disons que... Enfin, on serait tenté de dire oui, mais globalement, si on essaye de chercher une cause plus générale et de voir plutôt les grandes tendances, c'est l'absence de sélection, quelle qu'elle soit. Alors que la sélection soit par un certificat d'études ou par un brevet des collèges ou même par un baccalauréat, peu importe, c'est le refus de sélectionner qui fait que
on arrive à cette situation. Mais ça me fait penser à une proposition de certains qui, et je pense notamment à Renaud Camus, qui est très sensible à la baisse du niveau et à l'absence totale de culture à l'école. Renaud Camus propose sur le site du Parti de l'Innocence, dans son programme, de baisser d'année en année, alors je pense qu'il propose de 5 points ou de 5% par an, le nombre de bacheliers en France pour arriver à terme, donc une petite dizaine d'années après avoir commencé, à un taux de réussite de 50%. Alors ça paraît séduisant, parce que l'examen redeviendra un examen. Le seul souci, c'est que c'est totalement inopérant. On est dans une société où les examens délivrent 2 certificats en réalité. Ils devraient en tout cas délivrer un certificat sur un niveau de connaissance ou de culture. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est aussi une porte d'accès à une école, un emploi, etc. Si vous avez un examen aujourd'hui qui sélectionne, enfin qui refuse 50% des élèves, ça pose de très gros soucis. Parce que qu'est-ce qu'on fait des 50% qui n'ont pas réussi ? Alors, ils iront où ? Est-ce qu'ils devront passer un examen de rattrapage ? Est-ce qu'ils devront être réorientés ? Ça, c'est dans le système actuel, c'est impossible. On pouvait penser à ça au 19e siècle, ou dans les années 30, ou même dans les années 60-70, quand c'était le plein emploi. Aujourd'hui, c'est plus possible. Vous pouvez pas dire à un parent, vous savez, votre fils aura 50% de chance de l'avoir, et s'il ne l'a pas, vous vous débrouillerez, vous irez voir ailleurs. Donc, la seule solution, en fait, donner le bac à tous les élèves de terminale, c'est pas en soi un problème. Le problème, c'est qu'ils soient aussi nombreux. Donc ce qu'il faudrait, c'est réduire la portion d'une classe d'âge qui accède au baccalauréat. La sélection doit se faire avant. Donc que ce soit le certificat d'études, pourquoi pas, mais toute autre forme de sélection. Et oui, et là, on tombe sur un autre problème, c'est en fait l'absence, ou en tout cas peut-être la médiocrité des filières alternatives. C'est-à-dire, d'une part, il y a une forme un peu de mépris général pour les métiers manuels, pour les filières professionnelles, etc. Bon, ça, c'est une question de mentalité qui peut évoluer, mais il y a aussi le fait que ces filières-là sont très dégradées. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, elles servent un peu, on va dire, excusez-moi pour le terme, mais un peu de dépotoir. C'est une poubelle où on envoie les élèves à problème, les élèves les plus nuls, alors que ce n'est pas la fonction de ces filières à la base. Et je comprends un parent d'élève qui aujourd'hui, même si son fils a des aspirations à avoir un vrai métier, un métier manuel ou technique, se disent ah non mais ok c'est très bien mais je veux pas le mettre au milieu de cette faune et de cette violence et de toutes ces problématiques. Donc la question elle est aussi là. Qu'est-ce qu'on offre comme alternative à un parcours on va dire classique qui mène à la faculté et à souvent au chômage, quoi, pour être un peu assez clair. Aujourd'hui, aucune. Il n'y a pas d'alternative, c'est-à-dire que l'enseignement professionnel, parce que c'est de lui dont il s'agit, l'enseignement professionnel est la poubelle de l'enseignement général. C'est-à-dire c'est la voie de garage vers laquelle on oriente tous ceux, par défaut, en réalité pas par choix, par défaut, tous ceux qui ne peuvent pas rester dans le général. C'est-à-dire qu'en fait, on perd en fin de 3e essentiellement, parce que le problème c'est le collège unique aussi. Tous les enfants passent par les fourches codines du collège unique, et certains d'entre eux, lorsque vraiment ils sont insupportables, s'ils frappent les professeurs, si vraiment ils refusent d'écrire, eh bien on va les envoyer dans le professionnel. Et encore une fois, là, de la même façon, les bonnes filières professionnelles, celles qui vont ouvrir à l'excellence, à l'obtention d'un métier, eh bien sont sélectives. Elles sont sur dossier. Donc on va orienter les garçons vers la carrosserie, la mécanique, l'électrotechnique, c'est-à-dire des métiers très peu qualifiés, parce que à l'intérieur de ces filières aussi, les lycées les mieux cotés on pourra les obtenir par sélection uniquement. Alors là, on revient justement sur une question qui moi me paraît fondamentale, c'est celle en fait de l'établissement progressif d'un enseignement totalement à 2 vitesses. C'est-à-dire, on va, pour la masse, le niveau
se dégrade de plus en plus, et comme vous le disiez tout à l'heure, comme l'État et le pays a quand même besoin d'une élite, il reste des filières de sélection, des filières d'excellence, mais qui restent réservées à un tout petit nombre de personnes, et ces personnes sont les personnes qui ont, on va dire, matériellement le plus de moyens. C'est-à-dire, on arrive à une situation de dualité complète, avec une élite argentée qui, elle, continue à avoir un enseignement d'un bon niveau, et une masse que l'on traîne jusqu'à l'université, mais qui ne sait plus rien, qui n'a plus de culture, qui est totalement déculturé, acculturé, et ce système est en train de vraiment s'imposer. On le voit à Paris avec certains établissements prestigieux où là, au baccalauréat, on ne parle même plus du taux de réussite, on parle du taux de mention de bien ou de mention très bien obtenu. Et à côté de ça, on a des établissements qui sont totalement catastrophiques, qui sont très contents d'avoir 50% de réussite. Oui. Vous l'avez rappelé, Xavier Delaunay, le système a besoin de sélectionner une élite, d'une manière ou d'une autre. Alors, aujourd'hui, globalement, le système n'a pas besoin de lettrés. Et même, il les exècre et il les rejette autant que possible. Donc, c'est pas sur la littérature, le latin, le grec, les humanités en général que va se faire la sélection, c'est sur les mathématiques. Alors c'est pratique les mathématiques, hein. C'est bon, c'est faux, ça va vite à corriger, ça peut même se réduire en QCM, questionnaire à choix multiples. Donc le système va sélectionner, il a choisi les sciences, parce que les sciences n'engagent pas la personne au fond d'elle-même. Alors, mais oui, la sélection va se faire par l'argent, elle existe déjà. Alors on connaît l'enseignement privé, sous contrat, hors contrat, mais même dans les lycées publics, il y a une sélection qui est faite. Quand vous sortez du collège, vous n'allez pas automatiquement, si vous êtes dans le 6e, même dans le 6e arrondissement, vous n'allez pas automatiquement au lycée Montaigne. Votre dossier est trié, mais il faut bien avouer que si vous êtes fortuné, vous trouverez de toute façon un établissement très correct où vous pourrez payer. Ça, c'est une réalité d'aujourd'hui. Ce qui fait que le système instauré, alors par les socialistes, mais aussi par la droite molle, va opérer une sélection qui sera une sélection sur l'argent, parce qu'il a refusé d'opérer une sélection par la stricte réussite. C'est-à-dire que si vous voulez, dans l'école d'aujourd'hui, il n'est pas certain qu'Albert Camus aurait pu trouver sa place, tout simplement. Un pauvre va-nu-pied d'Alger ne pourrait pas trouver sa place dans le système aujourd'hui. Donc en fait, c'est une complète hétérotélie, quoi. Le but égalitariste a mené à un système totalement, on va dire, un système totalement de classe, où les classes dominantes peuvent se reproduire de plus en plus efficacement, tandis que la masse est de plus en plus acculturée. Donc derrière les discours, il y a un renforcement de cette différenciation, parce qu'aujourd'hui, entre un élève qui sort d'un lycée public, on va dire lambda, même pas dans une zone difficile, mais disons lambda, et un élève qui sort d'un des grands noms, d'un des grands lycées parisiens, il y a quasiment un monde. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. De toute façon, les enfants de notre président ne sont pas allés au collège de secteur de Tulle. Il faut pas rêver. Si mes informations sont justes, ils ont fréquenté l'école alsacienne à Paris, qui est un établissement privé laïque qui coûte un bras aux parents qui désirent y mettre leurs enfants. Donc, de toute façon, la sélection se fait déjà. Alors, il y a toujours de belles histoires, on nous sort toujours les contes du baccalauréat avec tel enfant à problème qui obtient un baccalauréat avec 21 sur 20 à la fin de l'année dans tel lycée décrépit de province, mais ce sont des cache-misères, oui, exactement. Et il y a des choses assez curieuses, surtout dans un gouvernement qui dit socialiste. Je voyais que justement ce gouvernement avait supprimé les bourses au mérite pour les bacheliers des milieux populaires qui avaient obtenu mention très bien.
Ça avait été mis en place, c'est une des rares bonnes idées du gouvernement Sarkozy. Donc c'était quelque chose comme 1800 € par an, basé sur des critères sociaux. Oui. Et ça, le gouvernement dit socialiste, une fois encore, fait preuve d'une conception curieuse du socialisme et a annoncé que cette bourse méritocratique était supprimée. C'est assez étonnant. Oui, disons que comme ils se prétendent socialistes, ils préfèrent sans doute qu'on partage la misère plutôt que l'excellence et la réussite. C'est possible. Et alors, justement, maintenant qu'on a fait un peu le constat de la situation, est-ce que... Alors vous disiez que à l'heure actuelle, les solutions étaient assez difficiles à... Oui. Mais est-ce qu'on peut, à plus ou moins long terme, imaginer une réforme ou une disparition du baccalauréat remplacée par quelque chose, par quoi? Qu'est-ce qui pourrait au moins améliorer la situation actuelle qui est quand même assez tragique? Alors le souci, c'est que la situation est telle que on parle tous les ans en fait de supprimer le baccalauréat, de l'amender, de le transformer en examen au cours de l'année, une évaluation continue tout au long de l'année. En fait, les notes que vous obtenez au lycée vous évitent de passer l'examen à la fin de l'année. Cette réforme, à mon avis, ne verra pas de jour, en tout cas pas intégralement. Il y aura toujours des épreuves du baccalauréat parce que les Français y tiennent. C'est l'un des seuls rites de passage qui demeure. Alors, si on voulait l'améliorer, oui, on sait comment il faut faire. On sait très bien. Il faudrait rétablir des systèmes, des filières réellement sélectives sur l'excellence des élèves. Pour cela, il faut diminuer le nombre des élèves qui arrivent dans une terminale générale, de manière à les mettre en situation de réussite et à leur donner les meilleurs professeurs. Les meilleurs camarades, parce qu'il y a une émulation aussi entre élèves d'une même classe, et on obtiendrait ainsi un baccalauréat tout à fait correct, sans changer grand-chose en réalité. Parce que les programmes tels qu'ils sont rédigés aujourd'hui, si vous enlevez le jargon, en français, on est toujours censé étudier de la poésie, du théâtre, du roman, des essais. Mais ce qui empêche cette étude, c'est que quand vous avez une classe de 36 élèves, dont seuls 3 sont capables de suivre, il est évident que si vous ne vous attachez qu'à la réussite de ces 3 élèves, vous perdez le gros ventre mou de la classe, si vous voulez, et la situation devient très vite ingérable. Les élèves ne peuvent pas supporter d'avoir des notes exécrables toute l'année. Donc oui, globalement... Des classes de niveau. Oui. Quelle horreur. Mais oui, je sais, je mesure le caractère ignoble de mes propos et j'en demande pardon aux auditeurs de Radio Courtoisie. Mais on sait très bien que c'est la seule solution. C'est une forme de sélection. Alors, la sélection la plus juste, c'est la sélection sur des examens, des cours à apprendre, des choses à connaître, des copies. On examine des copies. Voilà, et c'est la seule solution. Alors, on sait comment faire. Ça, c'est évident, mais on ne le fera pas, ça je peux l'annoncer. Moi, il y a quelque chose qui me paraît presque plus inquiétant, parce que j'en arrive à me demander, est-ce que les élèves d'aujourd'hui ont encore les capacités de concentration, les capacités d'attention pour suivre un enseignement de qualité? Parce que c'est très bien évidemment si on peut leur en offrir un, mais est-ce qu'ils sont encore capables de le recevoir? Parce que quand on voit la multiplication, on va dire, des divertissements de type console de jeu, zapping, télévision, etc., on a l'impression qu'il y a quand même aussi une espèce... le terme est peut-être un peu fort, de destruction anthropologique de l'intelligence. Et donc, est-ce que les élèves se sont encore capables... Moi, j'ai pas mal fréquenté les bibliothèques, je voyais les étudiants, donc des gens qui avaient déjà passé le bac, qui étaient quasiment incapables de rester plus de 5-6 minutes concentrés à lire un livre. Il fallait qu'ils fassent quelque chose en permanence. Alors, soit ils mangeaient, soit ils envoyaient des messages au bout de 2 minutes, mais il y avait une espèce de frénésie, donc une incapacité à se concentrer, parce que l'étude, c'est aussi ça, c'est cette capacité à
à se concentrer, à penser, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de dérive anthropologique qui va rendre cette réforme encore plus délicate qu'elle ne l'est? Oui, oui, tout à fait. Le niveau de concentration et la capacité de nos élèves à comprendre, à mettre en relation deux idées sont assez faibles. Mais on en revient toujours au même. Je travaille pour ma part dans un lycée où on a gardé des exigences. Et je vous garantis que on leur demande en première S 3 heures de travail, chaque soir en plus des cours. Et au vu du travail qu'on leur demande, ils le fournissent. Mais ils y sont habitués parfois depuis l'école primaire, le collège, et quand ils arrivent au lycée chez nous, ils ont un temps d'adaptation pour s'y mettre. Alors ces élèves-là, oui, ils ont une force de travail, une capacité de concentration, la capacité à travailler sur la longue durée, mais globalement, non, l'ensemble des élèves en est incapable. Mais c'est normal, ils n'ont pas le niveau. Oui, et pour avoir ce genre d'élèves, il faut aussi que les parents adhèrent aux principes éducatifs, soutiennent leurs enfants, les aident à travailler, etc. Ce qui est aussi de plus en plus difficile, notamment avec la dislocation de la famille, etc. Donc tous les problèmes sont un peu liés. Mais oui, on a l'école qu'on mérite, hein. On peut pas en réalité. On nous parle d'école sanctuaire. Bon, école sanctuaire, c'est sûr que l'école n'est pas le vrai monde. C'est-à-dire que les punitions n'ont pas de conséquences dans la réalité. C'est-à-dire si vous êtes puni à écrire 100 lignes au collège, ça n'est pas marqué sur votre casier judiciaire, ça n'entache en rien votre réputation. Enfin, ça reste à l'intérieur d'un monde qui est spécial, qui a ses règles, qui a ses codes, qui est l'école. Pour autant, la société, l'école n'est pas imperméable. La société y pénètre d'une manière ou d'une autre. Et quand on veut y faire entrer les écrans, l'internet, les ordinateurs, les images, qu'on veut zapper en permanence dans les programmes et puis faire travailler les élèves sur des écrans et plus sur du papier avec des stylos et des manuels, eh bien, il ne faut pas s'étonner que tout soit bouleversé. Et les parents entrent dans une démarche qui est aussi une démarche de choix, mais pas au bon sens du terme. C'est-à-dire choisir une école qui sera bonne pour mon enfant et m'y tenir. On est dans une démarche de zapping également. C'est-à-dire qu'on vient râler, on vient gourmander les profs, on réclame de bonnes notes, on vient contester la moindre punition, on dévalorise l'enseignant à la maison devant l'enfant. Mais oui, de la même façon que le pouvoir, qu'il soit occupé par la droite ou par la gauche, est ridiculisé en permanence, et par ceux qui tiennent le pouvoir. Les professeurs sont pour certains responsables en premier lieu de l'échec de l'école actuelle, par le manque de respect qu'ils ont pour leur propre profession et leur propre fonction. Alors nous évoquions tout à l'heure cette école de plus en plus à deux vitesses, basée de plus en plus sur l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour s'en sortir dans un système soi-disant égalitaire, il faut avoir de l'argent. Voilà. On parlait de l'acculturation, mais de plus en plus importante de la masse, de l'échec de toutes les réformes. Alors c'est vrai que la gauche régulièrement veut lancer des réformes. Souvent ça finit en eau de boudin. La droite, tout ce qu'on appelle la droite, elle s'en préoccupe même plus. Elle dit l'éducation nationale, de toute façon c'est la gauche. Quoi qu'on fasse, on aura les gens dans la rue, donc on s'en désintéresse complètement. Donc derrière ça, est-ce qu'il n'y aurait pas finalement une véritable volonté politique? C'est-à-dire on laisse volontairement se dégrader l'enseignement, on laisse volontairement l'acculturation grandir, parce qu'on souhaite, en effet, gouverner un peuple de plus en plus inculte, de plus en plus instable, de plus en plus inintelligent, parce que c'est plus facile à gouverner, c'est plus facile de lui raconter n'importe quoi, etc. Et on se conserve, comme on le disait tout à l'heure, une petite élite pour faire fonctionner tout ça, pour guider le troupeau des imbéciles heureux, là où on veut le mener. Donc, on dit toujours que on a l'impression que c'est une fatalité, ça peut être aussi tout à fait une volonté. Oui, tout à fait. Alors là aussi, il faut distinguer trois facteurs. Le premier, il y a sans doute, c'est sûr même, une petite élite particulièrement corrompue
On peut penser à des cyniques comme Jacques Attali, par exemple, qui est capable de théoriser ce genre de... ce que nous estimons des fumisteries, mais lui, il les théorise, cette recherche de la médiocrité, il en ferait volontiers son cheval de bataille. Donc ils sont peu nombreux. À mon avis, ils sont peu nombreux, d'abord parce que ça demande des capacités intellectuelles et que tous n'en sont pas pourvus. Il y a deuxièmement la grosse masse, une nouvelle fois, des imbéciles heureux et des profiteurs. Des imbéciles qui croient vraiment. Alors des gens comme Mérieux doivent en faire partie. Je ne le pense pas cynique, je pense que c'est quelqu'un qui croit réellement aux bêtises qu'il énonce. C'est peut-être plus inquiétant encore parce que peut-être préciser qui est-ce pour les... Alors Philippe Mérieux est ce qu'on appelle un chercheur en sciences de l'éducation. Comme s'il y avait une science de l'éducation. Il a donc le rang de professeur des universités et il a été le grand inspirateur de plusieurs ministères, les ministères langues, les ministères allègre, mais aussi Ferry, c'est-à-dire que quand ces gens-là sont installés, peu importe le nom du ministre en réalité. La théorie du genre a fait son apparition, a été dévoilée, a fait son apparition médiatique, alors que Luc Châtel était le ministre. Donc, peu importe le nom du ministre, en réalité, ce sont les cadres du ministère qui dirigent la boutique. Donc, quelqu'un comme Mérieux, alors, c'est peut-être pas un mauvais homme dans le fond, mais il a cristallisé sur lui, si vous voulez, toutes les dérives qu'on dit pédagogistes, pour les distinguer des dérives pédagogiques, enfin, de ce qui serait la vraie pédagogie. Des gens comme Mérieux font partie des imbéciles heureux. Alors, il faut subdiviser cette classe, il y a les imbéciles heureux et puis les profiteurs. Vous imaginez bien qu'un professeur qui veut devenir inspecteur, comme c'est un système par cooptation, parce qu'il y a un concours, mais en réalité, devant un jury composé d'inspecteurs, vous ne pouvez pas faire valoir un autre discours que celui de l'institution. De la même façon, quand les inspecteurs deviennent inspecteurs généraux, s'ils avaient de bonnes idées avant, ils finissent comme par enchantement par les perdre dans le jeu de l'ambition à l'inspection générale. Le cas le plus illustre sans doute, c'est celui de Xavier Darcos. Xavier Darcos était un bon professeur de Cagnes, à Louis le Grand ou Henri IV, je ne me souviens plus, un très bon professeur de Cagnes qui a fait de bons ouvrages, de bonnes éditions. Arrivé au ministère sous Sarkozy, il a proposé une réforme de l'école primaire qui n'était pas dénuée de bon sens, qui remettait l'écriture, la lecture et les mathématiques au premier rang. Et puis, au moment où il a cru que Sarkozy pouvait le choisir comme Premier ministre à la place de Fillon, il a complètement changé son fusil d'épaule et il a préféré aller dans le sens de son ministère et il a proposé une catastrophique réforme des lycées. Donc ça, c'est les deuxièmes responsables, c'est-à-dire la grosse masse des imbéciles heureux qui nous dirigent et qui, eux, croient réellement à ce qu'ils disent ou en tout cas ne remettent pas en cause leur système devant ces échecs patents. Et puis enfin, les grands responsables, ce sont quand même tous ceux qui fréquentent l'école et qui y mettent leurs enfants. Parce que si demain on propose une vraie réforme qui permette de rétablir un élitisme et une sélection sur le mérite des copies et des compétences, qui ne soit pas un mérite personnel, de fortune, de religion, d'opinion, eh bien je pense que ce serait aller à l'encontre d'une volonté globale, d'une espèce d'opinion générale qui ne prend pas la peine de réfléchir beaucoup. Oui, vous auriez une grande partie des parents d'élèves contre vous. Mais c'est pour ça que parfois il faut imposer des choses qui ne se font pas plaisir à tout le monde. Mais ça, c'est un autre sujet. Moi, je voudrais quand même, encore une fois, souligner le caractère fondamentalement injuste socialement de ce système. Parce qu'à force de pseudo-égalitarisme, on arrive exactement à la situation inverse. Moi, on le voit notamment pour les concours de la fonction publique. Vous avez des concours de catégorie C qui sont normalement, justement, faits pour les gens qui n'ont pas le bac. Ces concours, à l'heure actuelle, qui présentent ces concours? Essentiellement des gens qui sont au minimum licenciés. Et parfois qui ont des DEA, etc. Moi, j'ai participé à des jurys, je l'ai constaté. Donc c'est totalement injuste. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas le bac n'ont plus aujourd'hui aucune chance d'avoir quasiment un concours de catégorie C et donc sont complètement relégués. Donc on pousse, à force de pousser tous les gens
en avant en leur donnant des diplômes qui ont de moins en moins de valeur, on exclut aussi toute une partie de la population. Et aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas le bac et qui veut passer un concours de fonction publique, eh ben il est très handicapé. Et encore une fois, c'est absolument injuste parce que ce sont des concours qui ne sont pas faits pour des gens qui ont fait des études supérieures. En plus, ces gens, une fois qu'ils ont ces concours, sont souvent très malheureux et aigris parce que les tâches qu'ils ont ne correspondent pas à l'image qu'ils se font d'eux-mêmes. Et on arrive à une situation où tout le monde est mécontent et où on exclut une partie de la population. Donc c'est vraiment un système. On voit que la pensée de gauche mélangée au libéralisme a mené à cette injustice sociale absolument profonde et à ce délitement d'une méritocratie véritable. Mais vous l'avez dit, c'est une forme de libéralisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. En effet, que recherche un patron ? Un patron, il recherche le meilleur employé qu'il paiera le moins cher possible. L'espèce d'inflation des diplômes qui a eu lieu, qu'est-ce qu'elle a provoqué ? Elle provoque le fait que pour un poste sous-qualifié, vous l'avez dit, se présente une kyrielle de candidats surqualifiés. C'est-à-dire que là où, par exemple, avant on recrutait à 3 000 €, on va pouvoir recruter aujourd'hui à 2 000 €, voire même moins, parce qu'il y a tellement de candidats, il y a si peu d'emplois, parce que le chômage de masse est sans doute organisé de manière à faire baisser le prix de l'emploi, qu'on est prêt à accepter n'importe quoi. La plupart des diplômes ne valent rien. C'est-à-dire que la plupart des masters qu'on nous vend à l'université sont des masters qualité S-chômage. Ça vous mène droit à Pôle emploi. Donc, le moindre concours auquel vous vous présentez, vous rencontrez une concurrence incroyable. Mais c'est pas tout. Certaines universités proposent, délivrent des masters, des doctorats, des diplômes hautement qualifiés, parce que ça permet de grossir les rangs des étudiants et donc de maintenir des cours pour des professeurs, souvent grassement rémunérés dans ces cours-là. Et à l'issue, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les jeunes diplômés ne trouvent pas d'emploi parce qu'ils sont trop nombreux et ils sont prêts à accepter n'importe quel salaire. Et voilà comment on se retrouve avec une jeunesse qui est surdiplômée et bizarrement qui est au chômage et qui, vous l'avez dit, est aigri. Parce que quand on est caissière, qui n'est pas un emploi infamant, mais quand on a fait un DEA de langues orientales, forcément on ne s'attend pas à finir 35 heures par semaine à biper des articles à la caisse. Pas 35 heures, parce que vous aurez un contrat de 22 heures, oui. De 22 heures sur 7 jours avec le travail le dimanche en prime, etc. Mais Xavier, vous savez que c'est une liberté de travailler le dimanche. Enfin. Oui, j'ai bien compris. Écoutez, on va peut-être conclure sur ce sujet, puisqu'après j'ai quelques chroniques, quelques lectures à conseiller aux auditeurs de Bien Radio sûr. Courtoisie. Un mot optimiste pour finir ce débat. Non, c'est pas une obligation optimiste, nous disons. Un mot... Alors optimiste, il faut pas non plus. Il restera toujours des gens pour qui les humanités, la culture, le savoir seront importants. Ça, c'est indéniable. Mais il faut absolument que tous ceux qui accordent de l'importance à ces disciplines et se fassent vraiment. Se fixe pour objectif de trouver une bonne école et se rassemble pour en créer s'il le faut, parce que demain, de toute façon, le système ne tiendra pas longtemps tel qu'il est. Il y aura une libéralisation de l'enseignement et il faudra absolument que les bonnes volontés créent les écoles, les soutiennent, parce que de toute façon, on y sera confronté, qu'on le veuille ou pas, même si c'est dommage à bien des égards. Très bien. Je vous remercie, Maxime Valérien, pour ce témoignage. Merci à vous. Donc,